Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. David Abbassi avec vous. Comme d'habitude, nous sommes le dernier samedi du mois de mai. Voilà. Restez avec moi. Tout à l'heure, j'ai un invité qui je l'attends, c'est Paul Kaya. Paul Kaya, c'est un ancien ministre d'État de Congo. Il était ministre de Congo dans les années passées, n'est-ce pas? Et ce soir, on va parler de l'Afrique, des conflits, des problèmes qui peuvent exister dans ce pays-là. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabassi.com. Abbassi A2B-A-S-I. Voilà, mes chers amis, comme je vous ai déjà informé, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Paul Kaya, l'ancien ministre d'État de Congo. Et il est avec nous ce soir. En plus, il est venu avec Roger Bensadoun, mon ami de longue date. Roger Bensadoun aussi est avec nous dans le studio. Paul, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Paul? Eh bien, je me porte bien ce soir. C'est bien. On est très content de te recevoir ici maintenant, sur 95 de FM. Tu as 77 ans, mais tu es jeune, hein? Oui. Regarde, on dit quoi, Roger? On dit 40 ans, 45 ans. Alors, francophone, bien sûr, et tu étais étudiant aussi en France. Alors, tu retournes chez toi et tu deviens ministre. Oui. J'ai bien sûr, sans aucun doute, ton CV. Je sais tout ce que tu as fait. Mais j'aimerais bien, juste au départ de notre émission, toi-même, tu parles un peu pour nos auditeurs de toi-même. C'est qui Paul Kaya, s'il te plaît? Gérard, bonsoir Gérard. Tu es là, Gérard? Ouais, Et toi, nous avons Paul Kaya avec nous ce soir. je ne connais pas. Tu ne le connais pas? Non. Alors, Congo... J'ai pas envie de le connaître. Ah bon? Ouais. Tu connais le Congo quand même? Je connais les Esquimaux, mais le Congo, je connais pas. Alors, Paul Kaya, tu vois, Gérard ne te connaît pas, beaucoup d'autres personnes. Je veux te demander de commencer à te présenter, s'il te plaît. Oui, je commençais d'abord par donner une précision, c'est que je suis du Congo-Brazzaville, parce qu'il y a deux Congos. Ex-Congo français. Oui, Voilà. Congo-Brazzaville qui est l'ex-Congo français, puisqu'il y a l'autre Congo qui s'appelle actuellement la République démocratique du Congo, qui est ex-Congo belge, c'est ce qu'on appelait autrefois aussi le Congo-Kinshasa. Moi, je suis de l'ex-Congo français, donc c'est le Congo-Brazzaville. Ah, de toute façon, Congo, c'est Congo. Maintenant, c'est Congo-Brazzaville. Alors, mon cher Paul Kaya, quelle année vous étiez ministre de votre pays? Je suis devenu ministre pour la première fois en 1963. Oh là là, 63. Oui, Tu avais quel âge à l'époque? 30 ans juste. Oh là là, toi, Roger? Voilà. En plus, Didier Deplège, notre président, mon ami de longue date, on est très fiers de Didier parce que Roger Bensadoun connaît bien cette radio. Roger, il était avec nous quand j'avais Pierre Marion comme invité. Roger Bensadoun. Alors, Didier Deplège, il a créé cette radio depuis environ 30 ans, Paul, et c'est le seul radio qui donne la parole aux gens. C'est-à-dire l'individu qui nous écoute, il a la parole. Et pour la plupart des fois, c'est l'individu qui nous écoute. Il a plus de parole que nous. C'est-à-dire cet espace que Didier il a créé depuis déjà une trentaine d'années, soulage et apprendre aux gens. Tu sais, c'est-à-dire la radio, elle est devenue comme une école. De temps en temps, quand je voyage partout dans le monde, actuellement grâce à l'Internet, tout le monde nous écoute. Surtout, il y a certaines émissions que Didier lui-même, il gère. C'est les vagues des ovnis. Et la radio, depuis déjà 30 ans, il a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire à la place qui était assis, ici et maintenant, beaucoup de gens qui sont venus et partis. Alors, la dernière, c'est notre ami, qu'on va rappeler le souvenir de cet ami qui était très, très cher pour nous tous, c'est Roger Ernoult. Le Roger Ernoult, le frère de Charles Ernoult, mon ami, notre ami, qui est disparu juste au départ du printemps de cette année. Roger aussi, il était plusieurs fois
mon invité, mais malheureusement, Charles, j'ai pas pu l'inviter, Charles Ernoult, non, puisque après l'histoire de Greenpeace et tout ça, même il n'avait plus envie de parler, mais pourtant Pierre Marion, qui était le patron de DGSO par lui, bien sûr il est venu ici, il a parlé, mais Charles, non, mais malheureusement, nous avons perdu Roger Ernoult, qui pour moi c'est un ami très très cher. Je vois que même Roger Bensadoun va parler pour faire revivre le souvenir de Roger Ernoult, mais on ne va pas pleurer ce soir. Alors David, tu as cité 2 fois Pierre Marion, et je te signale que Pierre Marion est décédé. Quand? Eh bien, ces jours-ci, il y a quelques jours. Oh là 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 là. Voilà, bon, c'est une triste nouvelle, mais il fallait que je te le signale parce que justement nous avons un excellent souvenir. Voilà. Hein, j'étais ici avec lui, hein, et je me rappelle d'une soirée qui a duré très tard dans la nuit. Voilà. Bon, bah, maintenant, ça y est, Pierre est parti, voilà, et la vie continue. La vie continue, voilà. La vie continue. Roger nous a quittés. Il était le président de l'amicale des souvenirs de Charles Ernoult. J'en étais le vice-président. Pour l'instant, nous n'avons pas de président, mais il appartient toujours au vice-président de maintenir la barque à flot. C'est ce que je vais essayer de faire jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections au mois d'octobre pour désigner le président. Voilà. Oui, alors Pierre Marion aussi, c'est triste, vient de m'informer. Ouais. Hein, je sais qu'il était malade récemment avec sa femme dans le sud de France. Sa femme est américaine, comme tu sais. Ouais. La gentillesse qu'il a eue l'autre jour de venir ici, spécialement pour mon émission, je ne l'ai jamais oublié, Paul. Parce que Pierre Marion, il a pris l'avion et il est venu à Paris, aux Champs-Élysées, 66, mon bureau. On a mangé là-bas. Et il m'a dit que David, j'ai loué une voiture de l'aéroport pour arriver à l'heure. Je n'ai pas voulu prendre le taxi. Ouais. Et on est venu ici à la radio. Même on a pris des photos avec Didier, avec ma fille, avec Pierre, avec toi, Roger. Et au départ, il voulait rester qu'une heure avec nous. Après, il est resté pendant 4 heures. Et avec sa femme. Et, en plus, il était âgé à l'époque aussi, il était malade aussi, mais bien sûr. Mais c'est un homme de courage, c'est un ami, et toujours, voilà. Et, Gérard, est-ce que toi, tu te rappelles de ça? Gérard, il est parti, je crois qu'il a laissé sa place à quelqu'un d'autre. De toute façon, on va continuer à écouter notre invité, Roger Bensadoun, si tu es d'accord, Paul Kaya, parce qu'il a commencé de parler... C'est notre invité, d'abord, avant toute chose. Voilà, avant toute chose. En plus, il était devant la porte. Il dit, et moi j'étais devant la porte, mais on ne le voyait pas. Et c'est pour ça que depuis 11 heures... Non, mais tu ne l'as pas mis à la porte, hein, je précise. J'étais devant la porte. Voilà. Non, il était devant la porte aussi. Bien sûr. Alors, Paul Kaya, la situation de Congo-Brésil, actuellement, c'est comment? Toi, tu soutiens le régime, tu es neutre, tu es opposant. Qu'est-ce que tu en penses du régime actuel qui gouverne dans ton pays? Eh bien, mon pays a un régime républicain, comme beaucoup de pays africains. Je suis un citoyen de ce pays, donc ancien membre de gouvernement. Je suis automatiquement intéressé par la marche de ce pays sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan culturel. Ma position personnelle est comme celle de tout être humain, dans ce sens que les affaires de mon pays m'intéressent, mais je ne suis pas un militant politique, ni dans le pouvoir, ni dans l'opposition, mais je suis un citoyen qui suit toutes les affaires du pays. Excellent, c'est-à-dire tu suis les informations qui viennent de ton pays. Oui. Alors, est-ce que c'est satisfaisant ou non? C'est-à-dire quand tu dis démocratique, républicain, Congo, le peuple sent ça ou non? Ils sentent ces deux choses que tu viens de dire? Les gens le sentent en fonction de leur tempérament, de leurs objectifs et de ce qu'ils veulent.
Et voyez-vous, un régime est diversement senti par tous les gens de son pays. Même ici en France, vous voyez la manière dont un membre du Parti communiste sent le régime actuel n'est pas identique à ce que sentirait un homme comme M. Le Pen. Donc c'est tout à fait différent. Il y a une gamme très importante des choses. Donc en ce qui concerne les pays africains, en particulier en ce qui concerne le Congo, moi, je me réfère à mes amis et à mes parents pour dire que nous savons qu'il y a un gouvernement, mais il n'y en a pas deux qui ont la même sensibilité sur tout ce qui se passe au pays. Est-ce que l'histoire des tribus, ça compte beaucoup là-bas, chez toi? Oui, l'histoire des tribus, ça compte beaucoup dans ce sens que la tribu étant une cellule de, de l'humanité, dans cette cellule, on discute, on pense, il se crée des solidarités, et ces solidarités se traduisent sur le plan économique, sur le plan culturel et même sur le plan politique, ce qui fait que la notion de tribu est assez importante au Congo. Alors, nous sommes avec Paul Kaya, l'ancien ministre d'État de Congo, mais bien sûr, il a vécu pendant beaucoup de temps. Il était à Côte d'Ivoire, en France aussi, bien sûr, mais pour la plupart de 77 ans, pour la plupart des fois, tu étais en France, qui est à Congo, à Côte d'Ivoire, non? Non, le plus gros de mon temps, je l'ai passé en Côte d'Ivoire, où j'ai travaillé pendant 30 ans Oui. à la tête d'une organisation de coopération économique interrégionale. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais là-bas exactement, alors? Eh bien, C'était quoi cette organisation? L'organisation s'appelait le Conseil de l'Entente. Oui. Et il avait pour but d'organiser une coopération économique entre 5 pays du centre-ouest africain, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Togo et le Bénin. D'accord. Alors ces 5 États se sont réunis pour former une espèce de laboratoire économique et de coopération que j'ai animé pendant 30 ans. Et c'était géré par qui, cette organisation? Mais la gestion, il y avait un secrétariat que moi, je dirigeais. C'est toi qui dirigeais? C'est moi qui le dirigeais, mais sous la direction des chefs d'État et d'un président en exercice. Et ça existe toujours, cette instance, cette organisation? Cette organisation existe toujours, oui. Oui. Et le résultat du travail, c'est satisfaisant? Le résultat du travail était vraiment très satisfaisant dans ce sens que le président Houphouët-Boigny, qui est un homme vraiment très réaliste sur le plan politique comme sur le plan économique, avait fait de cette organisation une espèce de laboratoire où on testait beaucoup d'idées avant de les passer au niveau presque au niveau interafricain. C'est ainsi que l'expérience que nous avons eue au Conseil de l'Entente depuis plusieurs années a servi à mettre sur pied l'Union monétaire ouest-africaine, la CEAO, qui a pu travailler et démarrer sur des bases assez solides, fort de cette expérience, d'autant plus que les pays membres du Conseil de l'Entente sont tous membres de cette organisation ouest-africaine. Excellent. Nous sommes avec Paul Kaya, l'ancien ministre congolais, Congo-Brazzaville, bien sûr. Restez avec nous et vous écoutez votre radio ici maintenant. Alors, Paul Kaya, tu sais, Roger Ben Sadoun, il est dans le Facebook. Et tu sais, Roger, grâce à Facebook, tout le monde peut nous regarder maintenant. Ici maintenant est diffusé également sur l'Internet, ici maintenant.info. Les gens peuvent nous regarder, écouter dans le monde entier, et en même temps sur Facebook. Alors, ils vont voir ma tête. Regarde, toi, ta tête là, c'est comme ça. Hein? Ah bon? Regarde. Oui. Tu es bon, à ton avis? Oui. Alors, justement, permettez-moi, mes amis, de parler un peu aussi de Pierre Marion. Si il est décédé, que je n'étais pas au courant. Ouais. L'information est d'aujourd'hui. Hein. C'est d'aujourd'hui. Elle est toute récente. Hein. C'était dans le Figaro ce matin, oui. Dans l'avis de décès. C'est pour ça que ça tombe, enfin, si je peux dire, puisqu'on en parle, il fallait la donner, cette information.
Ah, j'ai vu, tu sais, tout à l'heure, j'avais une photo, un article dans un journal perse, ma photo avec mon ami Didier Doplège et Pierre Marion. Ouais. Tout à l'heure, quand j'ai tiré mon casier, je voyais cette photo-là, cet article en première. Ouais. Je crois que c'est Claudine qui nous a mis là-bas, pas Claudine que tu le connais, maman qui est là, c'est elle qui l'avait mis puisqu'elle était au courant. Alors, elle voulait, comme c'est passé le message pour moi, elle. Alors, Paul Kaya, si tu permets, on va laisser Roger Ben Sadoun, parce que tu sais, Roger Ben Sadoun, il a travaillé avec plusieurs ministres aussi. Oui. Voilà, il connaissait aussi bien Pierre Marion que beaucoup d'autres ministres. Hein. On va le laisser parler un peu. Non, déjà, de Pierre Marion, qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi. Non, simplement, je voudrais ajouter quelque chose en ce qui concerne Paul Kaya. Je voulais dire que Paul Kaya a beaucoup travaillé en Afrique. Ouais. Ses mérites ont été reconnus largement, et ses qualités aussi, mais non seulement en Afrique, mais en France, puisqu'il est officier de la Légion d'honneur. Excellent, ça. Voilà. Bravo. Merci de nous préciser ça. C'est excellent. C'est ce que je voulais te dire. Voilà, merci. Alors, Roger, s'il te plaît, oui. Tu parles un peu de toi aussi, puisque ça fait longtemps que tu n'étais pas sur mon antenne, sur notre antenne. Déjà, c'est qui Roger Ben Sadoun. Après, je veux bien que tu parles un peu de Pierre Marion, un ami très très cher qui vient de nous quitter, quelqu'un qui a servi la France, surtout dans une période assez importante. Tous les bouquins qu'il a fait, toutes les tâches que François Mitterrand il avait confiées, il avait fait ce n'est pas seulement pour la sécurité de la France, mais pour la sécurité du monde, parce que les négociations que lui-même il a menées avec les Palestiniens et avec les Israéliens, et surtout quand il était ici maintenant avec moi, Pierre Marion, comme patron de DGSO français, il m'a dit que même Moussad, plusieurs fois, il avait pris contact avec lui en disant que monsieur, s'il vous plaît, allez dire ça à notre Premier ministre, dire ça à notre président, puisque nous on ne peut pas le dire. C'est-à-dire, Pierre Marion, c'était quelqu'un qui, même des États forts comme Israël, il faisait confiance à cette personnalité et il le missionnait pour les intérêts du quartier, pour la paix du quartier, c'est-à-dire, puisqu'il était patron de DGSO et c'était les services de contre-espionnage français qui travaillaient à l'extérieur du pays. De tout ça, je veux bien docteur Roger Ben Sadoun, parce que tu sais qu'il est médecin, mais il a laissé tomber la médecine. Oui, non, maintenant, je suis retraité maintenant. Retraité. Voilà. J'ai tourné la page. Non, ce que je voulais dire surtout en ce qui concerne Pierre Marion, c'est que c'était avant tout un humaniste. Voilà, et qu'à partir de ce moment-là, on a beaucoup plus de facilité dans les relations humaines. Et c'est ce qui lui a permis de s'introduire dans tous les milieux internationaux du renseignement, tout particulièrement, et à plus forte raison avec les Israéliens. Et il a traité toutes les affaires avec beaucoup d'humanité, beaucoup de compréhension, si bien qu'en définitive, il était admis par tous les peuples et tous les responsables des services secrets. Voilà. Je crois qu'avec lui, on a vécu de très grands moments. Mitterrand lui avait fait confiance, et il a eu raison d'ailleurs. Et puis ensuite est venu l'âge de la retraite. Mais il n'a pas cessé pour autant de s'occuper des affaires assez sensibles, si bien que ce que je puis te dire, c'est que quand on était en difficulté, je parle surtout au niveau du renseignement, on s'adressait toujours à lui, quoi qu'il en soit. Voilà. C'était un homme de confiance. Oui. Et même, je me rappelle, Roger, pourtant, il était désigné. Et il était employé par François Mitterrand. Oui. Mais il m'a dit plusieurs fois, François Mitterrand, comme président, il a demandé des choses, il ne le faisait pas. Oui. Il ne le faisait pas, puisqu'il disait, monsieur, ce sont des affaires personnelles, ça ne concerne pas la France. Oui. Ça, c'était fort, ça. Ce que j'allais te dire, c'était d'abord un serviteur de l'État. Hein. Voilà, oui. Bon, et puis, bien sûr qu'il pouvait rendre des petits services, oui. Bien sûr. Mais dans l'affaire, tu as parlé tout à l'heure du Raymond Varian, oui. Je ne crois pas que Marion ait été mêlé à cette affaire-là. Je n'ai pas l'impression. Hein. Non, c'est ça qu'on a dit. Même Charles Hernoult, comme ministre de la Défense de l'époque. Non, ça s'est fait en dehors de Charles. Voilà. Il s'est trouvé impliqué dans cette affaire parce qu'il était ministre de la Défense, bien sûr.
Mais il a fallu qu'il gère, hein, et puis qu'il a pris la responsabilité. Mais en réalité, il n'est pas à l'origine de cette affaire-là. Ça s'est fait alors qu'il était à Villeurbanne. Le projet avait été élaboré par le président lui-même, et puis disons, les gens qui étaient très proches de Charles Hernu, mais en dehors de lui. Il y a eu des erreurs de fait, ça il a reconnu d'ailleurs. Et puis ensuite, l'affaire a mal tourné. Et là où ça a vraiment mal tourné, c'est quand il avait pris la décision, devant moi, de quitter le gouvernement. Et je lui avais dit d'ailleurs... Devant toi? Ah oui, il me l'a dit. Tu étais présent? D'abord, il était chez moi. Quand Fabius l'a appelé, il était chez moi. Bon. Et il m'a dit, ben, ça y est, je sais pourquoi il veut me voir. Donc, j'ai dit, mais alors surtout, ne démissionne pas. Oui, il m'avait dit, mais je veux sauver le président. J'ai dit, mais le président, il n'a pas besoin de ça. T'inquiète pas. Alors, il m'a parlé d'un futur Watergate. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec le Watergate, ça n'a rien à voir. Bon, et je crois qu'il a pris peur et il a regretté, mais beaucoup, très amèrement. Il a regretté de démissionner. Oui. Plus tard, il a regretté, bien sûr. Bon, parce qu'il s'est rendu compte qu'en définitive, il s'était fait avoir par Fabius, en particulier, qui était Premier ministre. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Alors, moi, j'ai une interprétation un peu particulière, peut-être, mais qui est tout à fait personnelle. On peut le dire, peut-être. Bien sûr, pas de problème. Pas de secret. C'est une radio libre. Hein. Bien sûr, Roger. Bon, je pense qu'on a eu un peu peur, surtout dans l'entourage de Fabius, parce que Charles Hernu avait raconté un peu partout, il me l'avait dit déjà, moi, plusieurs fois, qu'il avait eu l'intention de se présenter à la présidence de la République en 1988, si François Mitterrand ne se présentait pas. Fabius, il avait dit ça? Non, c'est Charles Hernu. Ah, Charles Hernu. Charles Hernu qui avait dit ça. D'accord. Or, il se trouve que Charles Hernu avait non seulement l'oreille de tous les militants socialistes, mais aussi de la droite. Et en particulier de Dassault, de Madame, la grande patronne de L'Oréal, avec qui il était très bien. C'est-à-dire les grands chefs d'industrie de droite. Et je pense qu'à ce moment-là, Fabius, qui savait que Charles Hernu était un homme qui était d'origine modeste, autodidacte, exactement, qui ne sortait pas de l'ENA surtout, il s'est dit, mais c'est pas possible qu'on ait un jour un président de la République qui ne sorte pas du sérail. C'est-à-dire, tu veux dire que c'était un coup monté? Absolument. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as de nouveauté à nous dire ce soir, Roger Benzano? S'il te plaît. Écoute, ce que tu sais que tu n'avais pas dit jusqu'à ce jour-là. Surtout, nous venons de perdre Pierre-Marion aujourd'hui. Ouais. Et Roger Hernu, ça y est, il est parti des yeux de moi. S'il te plaît, qu'est-ce que tu sais encore de plus concernant cette complot? Puisque comme tu peux constater actuellement, même notre ami Laurent Fabius, il est écarté c'est-à-dire, il avait l'ambition de devenir président, mais c'est fini pour lui, tu vois. Lui-même, il le sait. Alors, toi, qu'est-ce que tu as de nouveauté à nous dire? Parce que, comme tu sais bien, on n'avait pas relâché Charles Hernu, même après sa mort. L'histoire de l'Express, le procès qu'on a fait, et tout ça. Mais David, on n'a pas lâché Charles pendant 1 an, 2 ans, quoi. Et, effectivement, il représentait encore le Parti socialiste, bien sûr. Mais petit à petit, à partir du moment où il n'était plus ministre, il n'était que député. Même Mitterrand n'a jamais fait appel à lui après, pour les affaires, en particulier pour les affaires de défense. Il avait peu de relations avec les successeurs au ministère de la Défense. J'en parle en connaissance de cause parce que tu connais mon imbrication dans les affaires militaires, hein, ayant fait l'Institut des hautes études de défense militaire, travaillant encore à l'école militaire, dans une revue qui s'appelle la Revue Défense. C'est toi qui... Je travaille toujours, oui, à la Revue Défense. Hein. Et je sais que Charles Hernu, petit à petit, on ne faisait plus appel à lui. Il était maire de Villeurbanne, bien sûr, mais sans plus. C'est-à-dire qu'il avait une activité tout à fait locale et régionale. Et je crois qu'il s'en est jamais remis. Voilà, alors, c'est tout ce que je peux dire.
je crois qu'il a espéré un jour faire une très grosse carrière, mais quand il s'est rendu compte que cela n'était pas possible, eh bien, il a, comment on dit, un peu, il s'est emmêlé dans les tapis, quoi. Voilà. Il y a eu plusieurs faits qui l'ont démontré par la suite. Et puis il y a eu aussi le problème tout à fait privé, où il avait lâché sa compagne qu'il était depuis plus de 10 ans, près de 15 ans d'ailleurs, que j'ai très très bien connu, pour se marier avec une jeune femme qui avait à peu près 30 ans de moins que lui, dont il était tombé follement amoureux, puisqu'il m'a dit un jour à moi personnellement, j'ai envie de lui faire un enfant. Oh là là. Voilà. Ce qui aurait été possible. Il a fait ou non? Ouais, non, il a jamais fait, non. Non, mais il avait déjà... une Mazarine. Il avait 4 garçons, je crois. 4 garçons, oui. Ouais, oui. Un avec sa première femme, Patrice, et puis il a eu des jumeaux, et puis un autre, paraît-il, que je ne connais pas. Mais il faut quand même rappeler que Charles était un tombeur. Oui, c'est vrai, ça. Tout le monde disait ça. Et moi, je lui ai connu 5 femmes. Alors, c'est un homme qui est extraordinaire, parce que dès qu'il connaissait une femme dont il tombait amoureux plusieurs fois, il se mariait. Il se mariait. Il était pas honnête, hein. Un jour, je lui ai dit, mais il se mariait tout de suite. Voilà, tout de suite. Il divorçait, il se mariait. Il s'est marié en particulier avec l'ancienne directrice de Radio Monte-Carlo, Jacqueline Chabridon. Oui, il s'est marié avec elle. Elle m'a dit un jour, tu sais Roger, on n'est pas resté longtemps mariés, je crois qu'ils sont restés 6 mois mariés. Adam Marie, c'est un homme extraordinaire. Puisqu'il c'était un homme politique, tu sais, il surveillait ses actes, voilà. Oui, bien sûr, mais enfin, c'était amusant, quoi. Mais Paul Caillat, vous avez connu Charles Ernoult, Pierre Marion, non? Non, je les ai connus simplement à travers la presse, mais personnellement, non. Mais vous avez connu Roger Ernoult? Bien sûr. Roger. Roger, oui. Alors, oui, c'est moi qui l'ai amené à l'association, je te signale. Ah oui, je me rappelle, c'est vrai. Et encore, cet après-midi, il me disait, j'adore cette association parce que c'est un autre monde pour moi et que j'aime beaucoup. Et c'est vrai. Alors, tu peux dire c'est l'association de souvenirs de Charles Ernoult, dont tu fais partie, toi-même. Voilà. Et qui est président d'honneur, c'était François Mitterrand. Voilà. Et le président, c'était Roger Ernoult. Le frère. Et toi, tu étais vice-président. Après avoir été trésorier pendant 15 ans. Voilà, trésorier. Et tu gérais bien, non? Tu trouvais toujours des restaurants pas chers. Et on mangeait bien, c'est-à-dire que j'étais chargé de trouver toujours une salle qui nous accueillait, dans laquelle on pouvait dîner, mais aussi les conférenciers. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, donc Marion, c'est moi qui l'ai amené, le président des journalistes sans frontières aussi, je l'ai amené, qui d'autre, et d'autres aussi qui sont... Alors, puisque tu viens de nous dévoiler ce soir l'histoire, le conflit caché entre Laurent Fabius contre Charles Ernoult, c'est-à-dire, ça c'est très intéressant alors de dire à nos auditeurs ce soir que Charles Ernoult avait décidé de se présenter aux élections présidentielles en 88. Si Mitterrand ne se présentait pas. Voilà. Alors ça c'est très intéressant de nous donner plus d'explications, c'est-à-dire toujours cet conflit de pouvoir dans le Parti socialiste. Ça existe. Parce que récemment, on en a pu constater avec Ségolène Royal et les autres. Mais on va aller jusqu'à eux éliminer l'individu. C'était de nature différente, il faut dire. À l'époque, Fabius faisait figure de dauphin. Il faisait figure de dauphin parce que il avait été choisi par François Mitterrand parce qu'il sortait de l'ENA. Qu'il était de bonne famille, il faut reconnaître aussi, avec une fortune personnelle. Donc, il était dans son environnement, il était l'homme qu'il fallait. Il venait de l'ENA aussi. Tandis que Charles Ernoult, c'était le compagnon de route de François Mitterrand, le militant de base, qu'il a toujours été.
il a été, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il avait été ministre, il avait été, pardon, député en 1956, mais à l'époque, il était médésiste, il était avec Médès France. Et puis, petit à petit, il a monté la commission de la défense au sein du Parti socialiste. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis retrouvé auprès de lui en 1972. Il avait fait appel à moi parce qu'il connaissait mes compétences en matière militaire. Et puis, petit à petit, il s'est spécialisé justement dans les problèmes militaires, dans les problèmes de défense. Et le poste de ministre de la Défense devait lui revenir tout naturellement, bien sûr. Voilà. Et il était tellement sûr de rester comme ministre de la Défense pendant tout le mandat de François Mitterrand qu'un jour il m'a dit, tu vois, je serai le ministre de la Défense qui aura duré le plus longtemps. Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas passé de la même façon, puisque il y a eu cette affaire du Rainbow Warrior, qu'il a coulé complètement, si on peut dire, sans faire ce jeu de mots, mais qu'il a coulé tout à fait, voilà. Et à partir de là, je crois qu'il a jamais accepté sa nouvelle situation, parce que quand on est ministre, évidemment, on a une voiture, deux voitures, on a un chauffeur, on a du personnel autour de soi, on est très respecté, très honoré aussi. Et puis toujours au lendemain, tout ça a disparu, sauf que, bien sûr, il a été le maire de Villeurbanne, et ça a été un excellent maire, d'ailleurs, très apprécié de tout le monde. Surtout que chaque année, on fait beaucoup pour lui. C'est le 16 janvier, à Villeurbanne. Alors, comme je l'ai dit déjà aux membres de l'association, j'espère qu'un jour, la mairie de Paris saura l'honorer comme il faut, et reconnaître également les mérites de Charles Hernu, puisque j'ai demandé à la mairie de Paris de donner le nom de Charles Hernu à une place ou un carrefour. Je pense que c'est lui rendre l'hommage qu'on doit lui rendre à un homme qui a fait beaucoup pour l'armée. Et comme les militaires, il l'aime beaucoup. Il aime beaucoup à l'heure qu'il est. Tous les militaires aiment Charles Hernu. C'est ce que j'ai à te dire, comme je fréquente toujours l'école militaire. Je puis te dire que quand je parle de Charles Hernu, on me dit ça a été un grand ministre, certainement le meilleur qu'on ait jamais eu. Voilà. À l'heure qu'il est. Donc, il ne faut pas oublier, c'est une chose, c'est qu'il a modernisé l'armée. C'est lui qui a introduit les femmes dans l'armée. Encore que les femmes étaient dans l'armée dès 1945, et j'en parle en connaissance de cause, puisque ma femme a été engagée militaire en 1947. Ah bon? En 1945, pardon. Et qu'elle vient d'avoir la Légion d'honneur après avoir eu la médaille militaire. Bravo. Parce qu'elle est blessée, elle était une invalide de guerre, puisqu'elle a fait l'Indochine également. Elle était blessée au-dessus de Dien Bien Phu. Elle était dans l'armée de l'air.